pourquoi j'ai fait ce film. Au départ, ce film, d'un film à l'autre, n'était pas destiné à sortir. Il n'était pas destiné au public. Il était destiné à mes enfants. J'ai 7 enfants, à mes petits-enfants, à mes copains, à mes acteurs, à mes techniciens, à mes musiciens. Et on voulait fêter ensemble les 50 ans des films 13. On s'est dit, c'est quand même un gros miracle. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de maisons de production de cinéma qui tiennent 50 ans, qui ont réussi à être indépendants pendant 50 ans, à faire les films qu'on avait envie de faire. Parce qu'il y a mes films, mais il y a tous ceux que j'ai produits. Et donc, au départ, ce film était destiné à faire une projection pour les potes. Voilà. C'était un album de famille que je voulais. C'était un cadeau que je voulais faire à tous ceux qui m'avait aidé pendant ces 50 ans. Et puis, le film a été présenté et les gens semblaient tellement curieux de ce film, posaient tellement de questions sur ce film, qu'on a commencé par faire des masterclass à New York, j'en ai fait une à Moscou. J'ai commencé à le montrer à des gens qui n'étaient pas dans la boutique, qui n'étaient pas que dans le cinéma, et ce film a enthousiasmé tellement les spectateurs qu'on s'est dit, bah, écoutez, voilà, finalement, on va le sortir. Et depuis hier, il est sur les écrans. Donc, je vous invite à aller le voir parce que j'ai mis dans ce film, bout à bout, et j'ai essayé de les commenter, dans la mesure où on peut commenter, tous les petits miracles que j'ai eu la chance de filmer. Vous savez, à un moment donné, un metteur en scène, il y a un jour sur le plateau, on se dit, tiens, aujourd'hui, il se passe un miracle. Aujourd'hui, je suis dépassé par mon scénario, je suis dépassé par les acteurs, je suis dépassé par la musique. Et c'est à chaque fois que j'ai été dépassé que j'ai eu cette sensation. Et donc, ce film, d'un film à l'autre, c'est une sorte de best-of de tous ces moments qui sont allés plus loin que moi, qui sont allés plus loin que mes histoires, qui sont allés plus loin que les acteurs, et qui fait qu'à un moment donné, le cinéma peut aller encore plus loin que la vie. Voilà. J'avais beaucoup aimé Hasard et coïncidence. Et je voulais savoir si dans votre dernier film, vous en faites allusion et il y a un petit clin d'œil sympathique. Souvent, les gens me disent quel est votre film préféré. Alors, j'ai envie de vous dire c'est celui-là, puisqu'il y a tous mes films dedans. Donc, il y a aussi Hasard et coïncidence. Et j'ai essayé, dans ce film, de comprendre le pourquoi et le comment des choses, parce que vous parlez de Hasard et coïncidence, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, qui a eu beaucoup de difficultés au moment de sa sortie. C'est un film très, très important dans ma filmographie. Et ce qui est intéressant à l'âge que j'ai, il faut bien qu'à mon âge j'ai quelques petits avantages, c'est qu'il y a un critique pour moi qui est fondamental, c'est le recul du temps, c'est le temps qui passe. Le temps remet les choses là où il faut les mettre, et c'est vrai qu'il y a 2 sortes de films, il y a les films qu'on va voir, puis il y a les films qu'on a envie de revoir. Et je sens en ce moment qu'il y a pas mal de mes films que les gens revoient, et donc c'est un très bon signe. Et parmi ces films, il y a Hasard et coïncidence, qui est un film qui n'a pas eu un gros succès au moment de sa sortie, mais qui connaît maintenant un vrai succès. Pareil que La Belle Histoire, par exemple, aussi, ou Edith et Marcel, qui sont des films qui ont eu beaucoup de difficultés au moment de la sortie, et qui maintenant, pour des raisons qui sont celles du temps, sûrement, et en particulier la Belle Histoire, qui est en train de devenir un film culte, comme on dit. Voilà. Je voulais savoir, comme ça, spontanément, qu'est-ce que tu avais ressenti? Tu avais 29 ans, donc tu étais un très jeune metteur en scène, sans doute l'un des plus jeunes dans l'histoire du Festival de Cannes. Je l'ai en tête parce que dans 3 semaines, le Festival de Cannes, le 64e Festival de Cannes va commencer. Qu'est-ce que tu avais en tête quand à 29 ans, tu t'es retrouvé avec la Palme d'Or, alors que les débuts avaient été un petit peu chaotiques? Alors, Pour un homme et une femme, bien sûr. alors j'avais 28 ans. 28, pardon. Ça m'amuse, ces petits détails.
Et c'est vrai que... Alors là, c'est ma part d'irrationnel qui a pu me rassurer. Mon intelligence n'était pas à la hauteur. Jamais j'aurais pu imaginer ce qui est arrivé à un homme et une femme. Jamais. Je crois que c'est la première fois qu'un film faisait le grand chelem, puisqu'on avait la Palme d'Or, 2 Oscars, les Golden Globes. On a eu toutes les récompenses dans tous les festivals. Donc je crois que c'est la première fois. Et j'ai tellement été dépassé par l'événement que j'ai cru que j'étais dans un rêve. J'ai dit, on va me réveiller, il y a quelqu'un qui va me réveiller, c'est pas possible. Et puis Un homme et une femme, la chance que j'ai eue, c'est que ce film est venu en 7e position. C'est-à-dire, avant, j'avais fait quand même 6 films qui n'avaient pas marché, en tous les cas, qui avaient été compliqués, ce qui fait que lorsque ce miracle arrive, je parle vraiment de miracle. On est obligé d'être croyant en ce moment-là. On se dit, oui, bon, le film est joli, il est agréable, mais on ne peut pas imaginer que ça va être un phénomène mondial. Les critiques étaient très bonnes, les récompenses étaient là, et le public en plus était là. Donc il y avait la totale. Il y avait le par contre. Et puis il y a eu un petit grain de sable quand même qui m'a ramené sur terre, c'est François Truffaut. François Truffaut m'appelle et me dit, écoutez Claude, j'ai trouvé ce film formidable et vous êtes sûrement l'enfant de la nouvelle vague qui a le mieux grandi, parce que c'est la première fois qu'un film de la nouvelle vague a la Palme d'Or, a les Oscars, fait le tour du monde, et on voudrait vous faire un numéro spécial dans les cahiers du cinéma, parce que vraiment, ça prouve que notre mouvement est un mouvement qui est allé jusqu'au public. Et je dis à François, écoutez, je suis ravi, ça me fait très plaisir, mais je ne fais pas partie de la nouvelle vague. Je lui dis, je veux bien, à condition de bien préciser que vous m'avez appris beaucoup de choses, et vous m'avez presque montré ce qu'il ne fallait pas faire. Et Truffaut l'a très mal pris. Et il avait raison. Moi, je sortais d'un gros succès, et il me dit, Lelouch, vous avez la grosse tête, qu'est-ce que c'est que ça si on n'avait pas été là, j'ai dit, si, non, là, je lui dis, la nouvelle vague, c'est une révolution de pellicule, c'est une révolution de chef opérateur. Et là commence une polémique qui dure encore aujourd'hui, car j'ai pas eu mon numéro spécial dans les cahiers du cinéma, ce qui aurait sûrement arrangé mes affaires avec la critique par la suite. Et non seulement j'ai pas eu mon numéro spécial, mais j'ai eu un article de Jean-Louis Comolli qui massacrait Un homme et une femme, démontait le film avec des arguments incroyable, et qui fait que mon rapport avec la critique à partir de ce jour-là a été très complexe parce que pour moi la nouvelle vague est un mouvement qui a quand même apporté beaucoup de choses. J'étais un peu excessif ce jour-là, et puisqu'on en parle, je pense que Jean-Luc Godard est à lui tout seul la nouvelle vague, à la fois avec toutes ses possibilités et ses limites, mais en même temps il nous a ouvert des portes absolument incroyables, et je pense que c'est un immense metteur en scène pour tous les autres metteurs en scène. Je veux dire que je ne connais pas aujourd'hui un metteur en scène qui n'ait pas été intéressé, fasciné par le courage qu'a eu Godard de prendre tous les risques qu'il a pris pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et donc, ça aussi, j'avais dit à Truffaut, j'avais dit, si je parle de la nouvelle vague, je vais parler, il y aura Godard, point final. Les autres, vous êtes dans le cinéma traditionnel. Et alors là, Truffaut l'a encore pris encore plus mal. Et je vous explique tout ça parce que ça répond peut-être à la polémique, à toutes ces polémiques que mes films ont suscité avec cette intelligentsia contre laquelle j'ai quand même un petit peu lutté, puisque je vous disais tout à l'heure, je trouve que l'intelligentsia a trop le sens des affaires. Et c'est pour ça que j'ai plus voulu parler à votre cœur, au battement de votre cœur, qu'à votre intelligence, qui, comme toutes les autres intelligences, a aussi le sens des affaires. J'ai envie de poser à toi, metteur en scène qui adore les comédiens, et on sent, quand on voit les comédiens de tes films, qu'il y a quelque chose d'heureux chez eux de tourner avec toi.
Qu'est-ce que tu penses? Alors, il n'y en a aucun là dans la salle, donc on peut y aller. Qu'est-ce que tu penses des comédiens en général? Tu dis que tu es à l'école du cinéma, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Parce que j'imagine, tu as même fait une allusion, et je voulais te poser la question, qu'ils ont leurs caprices, qu'ils ont leur ego, qu'ils ont leur manie, leur superstition. Alors, d'abord, je les aime. Je les aime profondément parce que ce sont des gens très fragiles. Un comédien, on a tous besoin d'amour, hein, tous. Tout ce qu'on fait dans la vie, ce qui donne un sens à la vie, c'est quand même à un moment donné que quelqu'un vous regarde avec tendresse et se dise, voilà, celui-là ou celle-là, elle est la première dans mon cœur sur 6 milliards d'individus, c'est quand même très très rassurant. Donc mais les comédiens ont besoin encore plus que la moyenne des gens, dans des proportions qui sont anormales. Et donc le comédien, il ne peut être heureux, le vrai comédien, que lorsque des salles l'applaudissent, que lorsqu'il a du succès, donc dans des conditions de paroxysme terribles. Lorsque Marilyn Monroe se retrouve, la terre entière est amoureuse d'elle, et puis quand elle se retrouve avec un type tout seul, comment voulez-vous que le type puisse rivaliser avec 5 milliards d'admirateurs? Vous voyez, c'est très très dur pour le comédien après de se contenter de l'amour d'une personne, puisqu'il est confronté. Donc il devient terriblement fragile, et c'est cette fragilité que moi j'aime filmer. C'est pour ça que un metteur en scène, c'est quelqu'un de costaud. C'est le contraire de quelqu'un de fragile, sinon il ne ferait pas un film, avec toutes les responsabilités qu'on a. Donc il y a une complémentarité naturelle entre le metteur en scène et les comédiens. Les comédiens ont besoin de leur metteur en scène qui les rassure, qui est une sorte de bouclier, qui les protège. Et à partir de cet instant, on peut aller fouiller dans leur jeu, dans leurs yeux, dans leur cœur, dans leur intimité, ces fameuses émotions qui vont vous faire rire, pleurer, qui vont vous donner la chair de poule, et qui font qu'à un moment donné, vous allez vous identifier à eux.